Et waouh, quelle entrée en matière! C'est parti pour la partie numéro 2 de la vidéo sur le déploiement automatique de la Vim Software Appliance. Si vous avez raté la partie 1, je vous invite à revenir en arrière, ça doit être dans la playlist sur ma chaîne YouTube. Et si jamais c'est le cas, c'est parti pour la partie 2. Donc dans cette partie 2, on va le faire déjà à la main, l'étape numéro 1. Ensuite, on va le faire avec le script que j'ai fait via GitHub. Comme ça, vous aurez un peu une vision globale de comment ça marche. Donc que nous dit la doc? Donc je suis toujours dans la partie User Guide. Ici, il y a la partie Vim Software Appliance. Et la première partie qui nous intéresse, c'est euh, déjà modifier la partie grub. D'accord? Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on récupère le fichier grub.config. On y met les paramètres par défaut en lui disant qu'on veut démarrer sur ce fichier-là. On veut démarrer pardon, sur l'install fresh install. Et ensuite, on lui met ici la partie quiet et init assume eyes. Et ensuite, on repack l'ISO. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai? Ben, tout simplement, dans tout mon bazar, je dois bien avoir un grub qui traîne. Hop, je vous montre ça. On zoome parce que sinon c'est illisible. Donc là, tout en haut, vous ne voyez pas parce qu'il y a la caméra. Là, tout en haut, j'ai mis 7 défauts. Donc j'ai juste copié-collé, hein, V13, copier-coller, V13, install, fresh, wipe everything. Un timeout à 0, comme ça passe direct dans. Tout simplement, ça passe direct sans poser de questions, sans attendre. Et ensuite, si je descends et que je vais chercher justement ce qu'on a configuré par défaut, donc sub-menu du VBR, install, fresh install, d'accord. Ici, on va retrouver le fameux label avec le kickstart file, mais surtout derrière le quiet et le int assume eyes pour faire tout ce qui va être bypass. Ok, donc ça c'est fait, c'est cool. C'est pour la partie grub que je ne sauvegarde pas. Hop. Ensuite, on va aller sur la partie kickstart file. Donc sur la doc, c'est la deuxième partie. Hop, je clique juste en dessous. Cette fois-ci, installation avec la configuration initiale. Donc le grub, on l'a fait. Et ce qu'il nous demande de faire ensuite, c'est les changements sur le fichier Kickstart. D'accord? Donc les changes, ils se font en post. D'accord? On verra ça. Donc il faut juste trouver la bonne ligne et aller rajouter un fichier. Et ensuite, il faut copier-coller cette partie-là. Donc là, il vous donne des infos, la partie est collée. Et ensuite, il faut rajouter des choses. Donc, je vais ouvrir mon fichier de Kickstart. Il est ici. C'est plutôt lisible. Euh, Qu'est-ce qu'il nous demandait de chercher? Il nous demandait de chercher log. Hop, CTRL C, F. Voilà. Donc, juste après la partie log vim install, hop, on fait un touch et on rajoute la partie cockpit. Donc là, il y aura, quand il arrive ici dans le kickstart, il arrête tout de suite ce qu'il est en train de faire. Notamment, il va pas demander le wizard avec toute la configuration. Ensuite, il nous demande aussi de créer un fichier de config. D'accord. Et ensuite, donc ça, c'est tout simplement un fichier de config. On peut le mettre à peu près n'importe où. Et ensuite, il nous demande de créer un script pour tout simplement passer de ce fichier de config. Bon, tout ça, on l'a vu dans la partie 1. Donc, moi, je vais chercher cette partie-là que j'ai déjà fait normalement. Find, voilà. Donc, une fois qu'on a installé toute la partie, une fois qu'on a installé toute la partie repo, toute la partie que le Kickstart il a fait toutes ses installs, etc. Moi, j'ai rajouté cette partie-là, donc je le mets en log un petit peu de détails. On crée un fichier de config, donc c'est mot de passe, code MFA, recovery token, etc. Tout vu dans la partie 1 comment ça marche. En deuxième partie, donc c'est tout ce qui va être automatique, host manager configuration. C'est une fois que le serveur va démarrer, il va appliquer ce script. Donc pour lui demander de faire ça, alors moi il est un peu plus poussé le script parce qu'on peut vraiment lui demander de faire ce qu'on veut. Mais si je change la langue, ce sera peut-être plus lisible parce que ça reste du bash. Euh, Shell. Ah, c'est pas mieux, hein. Donc en gros, on lui fait un fichier, on lui demande de créer un fichier de config. Donc il va créer ça, et dès qu'il lit le terme end of file, ce qu'on voit à la fin ici, il arrête de créer le fichier. Bon. Et dans mon fichier, qu'est-ce que j'ai? Ce qui nous intéresse le plus, c'est, parce que tout le reste, c'est des infos, c'est ça. On lui passe dans mon script le fichier de config qu'on a créé précédemment au host manager.
Tout le reste, vous n'avez pas besoin. On le détaillera parce que c'est moi qui l'ai fait. Ensuite, ce script, on le rend exécutable. Et ensuite, on crée un service. Même principe. On crée un fichier de type service. Quand il voit le end of file, il arrête de lire le fichier. Et dedans, bah, c'est vraiment un service Linux standard. Et ceux qui sont pro Linux vont m'insulter parce que probablement ça s'appelle pas un service. Mais et donc ça va juste exec euh, au démarrage ce fameux script qu'on a créé précédemment. Petit détail à la fin, il enable le init service. Voilà, ça c'est juste copier-coller de la doc. Si je vais tout à la fin, voilà. Et donc une fois qu'il a fini de passer il l'enable forcément, puisque c'est bien de créer un service, mais s'il n'est pas enable, ça ne sert à rien. Et voilà. Et ensuite c'est terminé. Ici c'est la fin des logs. Donc une fois qu'on a fait tout ça, eh ben on va tout simplement prendre ce kickstart, ce grub et le mettre dans l'ISO. Alors pour le mettre dans l'ISO, vous avez probablement plusieurs façons de le faire. Le plus simple que j'ai trouvé, c'était la partie sur Linux qui s'appelle Xor ISO. Et pour faire du Xor ISO, eh ben c'est tout simplement, moi j'utilise WSL. Donc sur WSL, si vous ne connaissez pas, c'est le Windows Subsystem pour Linux. Vous pouvez installer WSL sur votre PC, ça vous fera pas de mal. Et vous avez accès à un subsystème Linux qui vous permet de lancer tout en restant sur Windows, et qui est bien décorrélé, donc ça c'est quand même extrêmement pratique. Je m'en sers du coup beaucoup pour tout ce qui va être Linux, sans avoir à faire de VM et de faire des choses trop compliquées. Vous pouvez le faire un subsystème Ubuntu, un subsystème Linux, et d'ailleurs au passage, moi j'utilise un petit soft qui s'appelle WSL Manager, c'est sur un dépôt GitHub, et c'est pas mal parce que ça vous permet de choisir du coup, parce que vous pouvez d'avoir plein d'images différentes. Moi j'ai un Ubuntu par défaut, mais quand j'ai besoin de faire des tests VSA, bah, notamment j'ai un Rookie, et vous pouvez comme ça vraiment mettre les bonnes versions, et c'est quand même relativement pratique pour ajouter des instances. Voilà, bon, petit détail. Une fois qu'on est sur WSL, donc vous voyez derrière, c'est les commandes. Donc moi j'ai mon... Alors je suis directement sur WSL, donc j'ai juste à faire Xor ISO, boot image, any, dev. En gros ce que ça nous dit, c'est juste que je vais mon ISO qui s'appelle static.iso, qui est l'ISO de la VSA pour moi. Je vais remove le fichier de configuration, et ensuite je vais prendre mon fichier de config qui est directement dans le même dossier et le foutre dans l'ISO. Il a la racine, donc il n'y a rien à spécifier. Et ensuite, pour le deuxième, je remove le fichier grub, qui pour lui, dans l'ISO, il est dans EFI boot. Et là, je vais prendre mon fichier grub qui est à la racine et le mettre dans EFI boot. Donc, je vais faire un exemple, même si ça change pas grand chose. Je RM, hop, c'est instantané, hein, je l'ai copié-collé, et il me dit qu'il a fait des choses, il est content. Il a remove from ISO file, voilà. Ensuite, je prends mon autre ligne, et je fais la même chose, et cette fois-ci, il va me prendre mon fichier, le conf, et le pousser sur l'ISO. Et je pense que j'ai un guillemet en trop. Tac. Voilà. Là j'ai fait la même chose et donc il m'a fait added ISO to image. Je peux vous le mettre en plus grand peut-être. Added ISO to image. Le VBR config, donc c'est dans mon cas, c'est dans mon montage K, c'est WSL. Et ensuite il l'a monté directement dans la racine de config. Ce qui est bien avec WSL, c'est que là je suis allé directement le lancer, mais en vrai si je lance du coup juste un banal CMD, bon, il est un peu relou WSL, il a besoin. Donc une fois que je suis dans le bon dossier au niveau de mon CMD, bah, je peux prendre la même chose. C'est-à-dire que ici, je peux prendre directement cette fois-ci avec la commande WSL en entrée. Et donc là, je lui demande dans WSL d'aller faire la commande XOR machin. Et donc là, il va me faire exactement la même info. Je vous l'agrandis encore une fois. On va avoir ici remove file grub. Et si je copie la deuxième ligne, et bien sûr, j'évite de copier des choses qui n'ont rien à voir. Et là, il m'a remis tout simplement il m'a rajouté l'image
grub.cfg au bon endroit. Donc voilà, ça c'est la partie, je le fais à la main, je suis la doc, je copie-colle dans mon ISO, etc. C'est marrant, c'est fun. Ça vous permet déjà de bien comprendre le process, de bien comprendre ce qu'on est capable de faire. Et l'autre façon, beaucoup plus marrante du coup de réaliser l'autodeploy, c'est via le projet que j'ai créé qui s'appelle Autodeploy. Donc j'ai déjà fait un article de blog un peu rapide à ce sujet-là. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de parcourir le fonctionnement. On a vu comment on le faisait à la main. Là, on va le faire du coup avec ce projet. Donc, vous avez du coup pas mal de choses qui traînent dans le projet, qui sont importantes. À quoi ça sert, sur quel build je les ai testés, des scripts PowerShell qu'on verra certainement dans une étape supplémentaire pour la partie industrialisation carrément du déploiement automatique. Important, il faut le PowerShell 7. Bref, ça c'est les nouveautés. Donc, qu'est-ce que ça vous permet? De choisir votre appliance, si c'est une VNSA, une VIA, une VMware, HR, etc. Modifier les ISO, comme on vient de le faire avec WSL. Directement donc modifier Grub et Kickstart pour rajouter euh, tous les paramètres nécessaires à l'automatisation. Et en option, vu qu'on est sur un Kickstart et qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut, sous réserve d'accepter les contraintes du support, ou non, on peut par exemple rajouter un Prometheus Node Exporter, on peut rajouter un service provider, et tout ça on le verra, je pense, dans une troisième vidéo qui sera une vidéo sur plutôt le déploiement avancé de tout ce qu'on peut faire. Donc disclaimer, le KB, on l'a vu déjà dans les deux vidéos précédentes. Prérequis, donc il faut bien WSL pour faire justement les appels à Xor ISO. Donc ça vous dit comment l'installer. Ok, donc vous installez WSL, vous trouvez sur internet et ensuite moi j'ai installé comme ça, j'ai vérifié les versions. De toute façon, au moment où vous lancez le script, si vous n'avez pas la bonne version, il vous jette. Tout le reste, c'est des optionnels, donc tout ce qui est optionnel pour l'instant, on s'en occupe pas. Et vous avez ce magnifique fichier de Kickstart. Donc le fichier de Kickstart qu'on va aller éditer nous-mêmes, mais vous avez le fichier de configuration JSON pour remplir le Kickstart, il ressemble à ça. Voilà, vous avez vu, il y a beaucoup de paramètres. Donc bref, tout ce que vous avez besoin de faire, vous, c'est de prendre tout ce code-là, de faire download zip. Hop, vous faites un download et vous arrivez avec le dossier. Une fois que vous avez votre dossier, moi forcément, je l'ai déjà, je vais peut-être éviter de le télécharger 15 fois. Vous avez votre dossier, vous arrivez dans quelque chose qui ressemble à ça. Alors il y a beaucoup moins de choses pour vous, parce que moi il y a plein de tests là-dedans. Et donc ce qu'il vous faut, c'est commencer par remplir le fichier JSON. Donc dans le projet par défaut, vous avez un production JSON, statique, VHR, via, donc VHR, Vim Hardened Repository. Via proxy, c'est tout ce qui va être Vim Infrastructure Appliance Proxy. Et donc si vous prenez n'importe quel de ces JSON, moi je vais prendre le statique par exemple, je vais ouvrir mon statique. Et donc dedans, ça va vous demander la source ISO. Donc moi, c'est le dernier build qu'on a disponible en ISO. Output, c'est je veux choisir un autre ISO. Donc ça va aller écrire sur un ISO statique, static.iso. Mon appliance, c'est une Virtual Software Appliance, pas un repository ni un proxy. Ensuite, je vous laisserai regarder un peu les paramètres, mais si on les parcourt rapidement ensemble. In place, ça veut dire je veux écraser l'ISO actuel. Moi, je vous recommande pas, mais si jamais l'ISO que vous avez téléchargé, vous voulez directement faire les modifs dedans, vous faites in place. Si vous faites in place et que vous voulez écraser l'ISO, il propose de faire un backup de cette ISO. Du coup, ça n'a pas vraiment de sens, mais faites-vous kiffer. Et cleanup config, moi je le mets à faux parce que j'aime bien garder les deux fichiers de config, le fameux grub et le fameux kickstart. Ça vous permet de le garder dans le dossier. Et comme ça, si jamais il y a un truc qui ne marche pas, ou vous voulez voir ce que ça a fait que le script, vous avez juste à reparcourir le kickstart. Donc moi je le laisse souvent ici à faux. CFG only, ça veut dire est-ce que vous voulez ne pas faire de modif dans l'ISO? Du coup, ça va juste vous créer les fichiers de config. Très utile pour quand on va voir le déploiement en PXE, le déploiement en réseau. On sera bien content d'avoir que les fichiers de config. On n'a pas besoin du tout de modifier l'ISO. Donc ça, c'est pareil. Ça permet aussi de faire des tests. Je m'en sers pour faire des tests, de voir ce qui se passe dans le Kickstart. Et ensuite, c'est tous les paramètres qu'on a déjà vus dans la vidéo 1 et dans la vidéo, dans la première partie de la vidéo, avec quand on le crée à la main. Le grub, le keyboard, time zone, le nom de la machine. Si on utilise le DHCP, moi je l'ai mis non, puisque forcément ma machine s'appelle statique. J'ai mis IP, subnet, gateway, DNS. Ensuite je remplis les mots de passe, j'active le MFA. Forcément comme c'est de la démo, vous êtes bien que tout ce qui est écrit là on s'en fout. Dans le sens où c'est pas des mots de passe, des vrais mots de passe, c'est que des trucs que n'importe qui pourrait
trouver, vous inquiétez pas. Serveur de temps, j'utilise le serveur de temps américain parce que c'est celui qui est configuré par défaut. Et tout le reste, du coup, ça c'est tout ce qui va être optionnel. Vous n'en avez pas besoin du tout, et du coup, tout est passé à faux. Tout ce qui vous intéresse, c'est de vous arrêter à la partie NTP. Une fois que votre fichier de JSON il est clean, vous êtes content, et ben il faut lancer PowerShell. Et il faut lancer PowerShell 7. Et je suis sûr de l'avoir lancé tout à l'heure. PowerShell 7. Hop. Donc je lance mon PowerShell 7. Je vais retourner dans mon VSA Autodeploy. Et une fois que je suis dans mon dossier test qu'on a vu tout à l'heure, et ben là, je vous montre, vous avez votre fichier de config, mais vous avez aussi, normalement, parmi tout ce bazar, parce que j'en ai beaucoup trop, vous avez le script principal qui s'appelle autodeploy.psa. Donc, si on retourne dans le projet et qu'on va dans la partie Quick Start, on affiche le fichier de config, on met bien le script, l'ISO et le JSON file dans le même dossier. D'accord? Pourquoi? Parce que WSL, il aime pas du tout les chemins. Et donc on se prend pas la tête, on met tout dans le même dossier. Et ensuite, on va faire notre fameuse console qui s'appelle, notre fameuse script, pardon, qui fait du coup point autodeploy. Je l'ai tapé beaucoup trop de fois. Je vous mets ça un peu plus grand. Alors, une fois qu'on fait ça, mon fichier de config c'est static.json dans mon cas. Ok. Je fais entrée. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ma version de mon script c'est 2.6, qu'il va utiliser le fichier de config JSON. Forcément, je lui ai passé, ça a bien marché. C'est bien une VSA, donc il invoque du coup le workflow pour la VSA. Parce qu'il y a différents workflows si jamais c'est Ardon Repo, si jamais c'est proxy, etc. Donc on lui a mis config only set to false, donc il va vraiment aller vérifier l'ISO et vérifier les configs. WSL est fonctionnel, XOR il est bien disponible, tous les prérequis sont validés, et là il va me créer un nouvel ISO. D'accord, donc là on était ici, working directory copy, static.iso, c'est l'ISO qu'on a demandé. Et là vous avez un magnifique summary qui apparaît, une couleur jaune flamboyante, qui vous dit qui vous rappelle que votre appliance est bien une VSA, que la source vous l'avez configurée, que la target, que c'est out of place parce que ça va donc réécrire un nouvel ISO, les configurations, keyboard, etc. Vous pouvez vérifier votre network, votre DNS, et là on voit bien que toutes les features optionnelles sont désactivées. Donc là il vous dit, si vous êtes d'accord avec ça, vous appuyez sur entrée, et là, c'est un peu verbeux, c'est que des infos, et je ne vais pas tous vous les faire, mais juste en ligne, il vous dit, c'est un peu ce qu'on a fait à la main, il vous dit juste qu'il va récupérer les fichiers, donc là il fait un XOR, il récupère le fichier, il refait un XOR, il récupère l'autre fichier, et ensuite une fois qu'il les a extraits, et ben, il va aller rajouter le fameux assume eyes, il va aller rajouter le fameux défaut, il va aller mettre le timer à 0, donc vous pouvez vraiment voir tout ce qu'il fait, il va update le keyboard en FR, il va update la time zone, il va update les configs, c'est assez verbeux pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe. Voilà, il rajoute des choses après, il rajoute des lignes après mkdir, et une fois, donc c'est probablement juste le fameux touch du fichier pour éviter l'init wizard, et ensuite il rajoute quelque chose, donc là c'est tout le script après la partie, donc vous pouvez faire des recherches sur ce qu'il a rajouté directement au kickstart file. Normalisation, c'est parce que comme on est sur Windows, il faut qu'il s'assure que le fichier de config soit lisible par Linux, et c'est pour ça qu'on a besoin de PowerShell 7, parce que l'UTF-8 en PowerShell 7, il écrit correctement des fichiers Linux, on passe les détails, et ensuite il réexécute les fameuses commandes WSL pour aller remapper ce qu'on a fait à la main. Là il vous dit success, votre ISO est bien custom, il est bien out of place, tout a fonctionné. Donc on se retrouve avec un ISO qu'on va charger sur un environnement statique ici. Tac. Donc moi je passe ma life à air déployer. Je remets le DVD en primary. Je vais chercher mon ISO statique qui a été généré. Apply, OK. C'est celui-là et je fais start. On va ouvrir la console et regarder ce qu'il fait. Probablement je vais vous le faire en accéléré. Mais juste que vous voyez, 0 grub, timeout à 0, donc aucun grub qui s'affiche. Starting d'installeur. Donc là, c'est pour info le prescript, où il va vérifier les disques, etc. On a mis un init assume eyes, donc il va rien nous poser, aucun warning, rien. Tout part direct en install. Je touche à rien, vous avez vu. Le clavier, il est bien en français là-haut. Et c'est parti pour toute l'installation. Donc là, je vais faire tourner la vidéo pour faire un
petit accéléré, vous serez ravi comme ça de voir au moins que ça a bien fonctionné. Et dans 7 minutes, monte en main, on se retrouve avec une VSA entièrement créée. Et voilà, c'est magique, c'est déployé. Vous avez rien eu à faire, on est directement avec l'IP en statique, le code MFA, le host manager, tout fonctionne. Et au lieu du coup de rentrer tout à la main, eh ben, vous pouvez tout simplement l'automatiser. Ça vous donnera le temps de descendre, vous faire une petite tisane, de la renverser au moment où vous remontez les escaliers, de nettoyer votre tisane, de vous refaire une tisane. Et à ce moment-là, c'est vraiment optimal de pouvoir faire autre chose de beaucoup plus intéressant que de configurer sa VSA. Voilà l'idée. J'espère que ça vous a plu, que c'était clair. Je pense qu'il y aura du coup une troisième partie, c'est même sûr, où je vais vous présenter comment on fait quelles sont les features avancées. Donc c'est quoi les features optionnelles dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est du pur Linux, hein, c'est-à-dire qu'on va voir juste quelles sont les commandes qui sont exécutées au moment où on veut faire ces fonctionnalités additionnelles, parce que vous pouvez faire les vôtres. Notamment, moi ce que j'aime beaucoup, c'est rajouter une licence, rajouter un serveur syslog. Ça, c'est pour des déploiements où vous auriez dans le cloud plusieurs VIM déployés qui doivent se connecter avec le même syslog. Ou un autre type de déploiement qui serait plutôt chez les clients, où directement on rajoute le service provider lors du déploiement. On fera aussi du remote kickstart, donc c'est-à-dire un démarrage en réseau. Vous verrez qu'on peut démarrer ce fameux kickstart, et ben, au lieu de le mettre dans l'ISO, au moment où on boot au niveau du grub, on peut aller lui dire, eh ben, le kickstart, il est sur un share NFS, sur un share HTTP, n'importe où. Donc ça c'est dans cette partie 3 et probablement on fera une dernière vidéo, une dernière partie avec une industrialisation complète, génération de plusieurs ISO, création des machines qui vont avec et après connexion de ces machines les unes avec les autres, comme ça on sera full, ready au maximum sur ces applets. Si ça vous a plu, n'essayez pas de mettre un pouce en l'air, vous abonner, smasher la cloche, tout ça. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, déployez des VSA et faites-moi des commentaires si besoin. Merci, salut tout le monde.